Bienvenue dans cette rediffusion d'un webinaire de la cartographie des talents pédagogiques qui a lieu le 12 février 2021. Alors, je suis Julien Maurice, l'animateur de la cartographie des talents. Alors, pour vous créer un compte sur le site, c'est très simple, vous allez sur cartotalent.fr, talent avec un S, et vous pourrez ainsi être au courant un petit peu de tous les événements du collectif qui regroupe à la fois des enseignants-chercheurs, mais également des enseignants de toute catégorie, je dirais, ainsi que des ingénieurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, etc. Donc, on s'intéresse à toute la pédagogie, tout l'enseignement dans le supérieur. Alors, dans ce webinaire, j'ai accueilli Romuald Debruyne, qui enseigne au département automatique productique informatique à IMT Atlantique, ainsi que Pierre-Henri Gonze, qui lui est enseignant associé, professeur associé à IMT Atlantique également. Et ils vont tous les deux, comme vous allez le voir, vous présenter leur usage pédagogique avancé de Discord dans la pédagogie. Alors vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. C'est un webinaire qui m'a personnellement passionné. Il y a vraiment absolument tout ce qu'on doit savoir, je dirais, sur Discord. Donc je vous invite vraiment à être attentif, pourquoi pas à prendre des notes si vous voulez un petit peu vous former. Pour rappel, sans doute, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes au courant que nous mettons tous les webinaires ensuite sur la chaîne YouTube, la cartographie des talents ici pédagogiques. Et également, si vous souhaitez les réécouter en audio, c'est possible via le podcast, pour le coup, qui a été créé également, qui s'appelle les rendez-vous des talents pédagogiques. Voilà, je vous laisse tout de suite en compagnie de Romuald et de Pierre-Henri pour ce webinaire qui est dédié à Discord et la pédagogie. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, je crois que c'est Romuald qui souhaitait un petit peu commencer, parce qu'on va faire un petit peu la présentation à deux voix, mais chacun, on va dire, son tour. Ok, très bien. Parfait. Bonjour, je suis Romuald Debruyne, je suis au département informatique d'API de l'IMT Atlantique. J'enseigne beaucoup dans la partie informatique, même si je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui est plutôt multidisciplinaire. Et vous voyez que je suis sur VooClap, c'est un petit détour par rapport à Discord, c'est parce que dans la deuxième partie, je vais parler de la partie TP, et puis on utilise beaucoup VooClap. Alors bien sûr pour tout ce qui est quiz, mais pas seulement, parce que dès que j'ai à faire un partage de documents, je préfère passer par VooClap, qui est beaucoup plus léger, que de partager un flux vidéo, parce qu'il y a toujours des élèves qui sont un petit peu en galère avec la bande passante, des fois parce que le petit frère est en train de la monopoliser. Et du coup, ce qui se passe la plupart du temps, c'est l'audio via le Discord et VooClap pour tout ce qui est présentation. Donc si là, je lance... vous voyez qu'ils ont toujours une petite invite au début où ils peuvent aller scanner le QR code pour se mettre avec leur téléphone s'ils veulent, ou bien juste taper VooClap avec derrière le cours que j'ai donné. Donc là, c'était 2021 Discord pour cette présentation. D'accord. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le VooClap pour y aller, mais c'est pour vous montrer que c'est comme ça que d'habitude ça se passe pour un TP. Il y a souvent un quiz, je vais y revenir tout à l'heure, et voir des mini-cours en fait qui se passent sur VooClap, et le son passe par Discord. Alors moi, j'ai une petite présentation courte, j'ai dit pourquoi Discord, parce que je vais essayer d'illustrer pourquoi moi j'ai choisi Discord. Ça ne veut pas dire que vous devrez le choisir, vous verrez. Mais peut-être vous amener à vous dire pourquoi pas Discord finalement. Donc aussi peut-être à céder la tentation d'utiliser ce logiciel. Alors il y a un prérequis à pourquoi Discord, c'est que déjà j'ai eu la chance d'avoir ma direction qui m'a autorisé à utiliser Discord. Alors, ça ne faisait pas partie des outils qui étaient mis en avant. Il y a déjà plusieurs outils qui étaient plutôt supportés avec le Dadoc, etc. Mais Discord, c'était borderline, c'est-à-dire que c'était pas complètement exclu, mais c'était pas totalement supporté non plus. Donc j'ai pu quand même choisir. Alors, il y a quand même des collègues, quand j'aurais parlé, comme moi j'utilisais Discord, ils m'ont dit voilà, mais pourquoi tu fais ça? On va mieux utiliser Mastermost, par exemple, qui est déjà plus soutenu et qui lui est open source, qui est hébergé à l'IMT. Et je ne pense pas que c'est que cette réticence-là, c'est souvent en fait ce qui est revenu. Mais il y a d'autres outils qui sont recommandés, comme VooClap, justement, qui est ni open source, ni hébergé à l'IMT, Zoom non plus. Donc, je pense que c'était aussi un désir d'essayer de limiter le nombre d'outils. Il n'y a pas foison en fait, d'outils à utiliser. Mais on va voir que Discord, finalement, c'est un peu le couteau suisse. Il nous permet justement de réunir et de ne pas se diversifier. Il y a eu des discussions et puis on continue de faire un petit peu de lobbying. Donc, je pense qu'à un moment donné, il sera plus dans la partie
mise en avant et soutenue comme outil. Alors, la deuxième chose qui m'aurait fait exclure aussi une solution, c'était que je reste dans le gratuit. Donc, il y a pas mal de solutions qui existent pour faire des échanges que je n'aurais pas retenus. Et puis, c'est là que c'est le cœur de la présentation, finalement, c'est avant tout répondre à un besoin. Je ne vais pas utiliser un outil juste parce que les autres le font ou parce que c'est gratuit, mais parce que ça répond vraiment à mon besoin. Alors, qu'est-ce que c'est mes besoins? Je vais illustrer ça avec deux usages. Alors, je vais principalement parler sur la partie TP, mais historiquement, ça a commencé avec un projet. Et je vais vous montrer pourquoi dans ce projet-là, c'était très intéressant. C'est le projet Cacao qu'on va voir juste après. Et puis après, dans tous mes cours, j'utilise. Alors là, on va prendre MPO, qui est un de mes cours qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps encore. Mais dans tous mes cours, je fais à peu près le même type d'usage. Donc d'abord, en projet multidisciplinaire, Cacao. Donc ça, c'est la première page que d'habitude je représente. C'est une simulation de la filière du cacao. Donc multidisciplinaire dans le sens où c'est à la fois des sciences sociales et de gestion, avec une grosse partie économie aussi là-dedans, et puis informatique. Et c'est très équilibré. Vraiment, c'est du 50-50 dans ce qu'ils vont retirer. Alors, c'est dans ces deux approches très complémentaires, justement, les deux expériences que je vais vous montrer. La première, c'est donc un projet qui est animé par 3 enseignants qui sont complémentaires. On est chacun avec notre spécificité. Moi, je suis plutôt catalogué dans la partie info, donc il y a une question sur l'info. C'est vers moi qui se tourne. Dès que c'est sur la partie économique, c'est Romain Loncin qui est appelé au secours. Et puis, il y a un troisième enseignant, c'est Motizi. Voilà, j'ai fait un peu de teasing en ne mettant pas sa spécificité. On va voir après en quoi il intervient. Alors, bien sûr, il y a des zones de recouvrement. Hein. Si Romain ne peut pas être là, je vais pouvoir répondre, et puis vice-versa. Mais on est catalogué. Et l'autre caractéristique un peu intéressante aussi, c'est que c'est très peu d'élèves finalement, parce que c'est sur la première année, mais c'est les élèves qui choisissent parmi pas mal de projets qui leur sont proposés, multidisciplinaires. Et chaque année, on a 28 élèves, parce qu'on ne peut pas accueillir plus finalement sur cette thématique-là, 28 élèves qui sont regroupés en 7 équipes de 4. Ce qui est un petit peu différent des autres projets équivalents en multidisciplinaire, c'est que souvent, c'est des équipes de 4 qui travaillent à 4 sur la thématique. Là, c'est tous ensemble qu'on fait un gros logiciel. Donc, ils ont à se coordonner à 4, parce qu'ils vont devoir faire du code à 4, mais on ne fait pas un code, 7 codes les uns les autres. C'est 7 bouts de code qui en tout font un logiciel. Donc, il faut aussi une coordination au niveau des 7 équipes. Alors, 7 équipes plus moi, parce que je fais aussi une partie du code, donc on est en fait à 29 codeurs finalement. Là, je vous montre la partie informatique, mais c'est vraiment pas ce qui est le plus important. Et on va voir après que c'est plutôt sur les échanges de documents que c'est très important. Alors, on va vite taper la partie informatique parce que le choix, c'est très simple. On va faire du code à 29 programmeurs ensemble. Il faut une gestion de version. Donc, on aurait pu prendre du SVN. Là, on a pris du Git. Voilà, c'est la solution qui nous est apparue comme étant la plus normale. On est en méthode agile. Alors, je mets des guillemets parce qu'on n'a pas le temps de faire des réunions thématiques, vraiment la vraie procédure de l'agile. Mais en tout cas, on fait des cycles courts et puis on a à chaque fois des tâches qu'on veut savoir si elles vont être à faire, commencer, terminer, tester. Donc, il nous faut quelque chose comme des Kanban. On a envisagé de faire un Trello. Et Trello, c'est quand même une surcharge en plus, parce qu'il faut quand même s'il est très simple et bien fait, mais ça fait un logiciel qui se rajoute. Et si on regarde dans Git, il y a les issues de Git qui nous permettent de faire ça. Alors, c'est peut-être moins bien, hein. Il y a des choses qu'on peut faire de plus avec Trello, mais pour ce qu'on voulait faire, les issues de Git, ça nous suffisait. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas qu'un besoin, il y a aussi des exigences. Et donc, l'exigence qu'on avait aussi, c'était de ne pas avoir 36 000 outils. On a un écran avec plusieurs logiciels qui tournent. Si on doit passer sans arrêt de l'un à l'autre, jongler, c'est problématique, plus l'apprentissage des nouveaux outils. Donc, on essaie de limiter, ça fait partie des autres exigences qu'on avait, de limiter le nombre d'outils. Donc, pour tout ce qui est informatique, c'est Git, pour les échanges. Mais comme c'est 7 équipes qui doivent se coordonner, il y a beaucoup de documents qui font foi, des vrais cahiers des charges entre une MOE et une MOA. Donc, il y a de l'écrit qui doit vraiment être synthétique, sans ambiguïté, qui doit être partagé. On va se mettre d'accord. Puis beaucoup d'échanges, de négociations sur les protocoles qu'on va faire pour communiquer ensemble. Et donc, il y a beaucoup de documents, à la fois en gestion au sein des équipes, mais entre les équipes.
Et donc, les équipes doivent montrer les documents aux autres pour qu'on puisse se mettre d'accord qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et là, on a voulu mettre Moodle pour tout le monde, finalement. Alors, pour la communication enseignant-élève, ça, ils sont habitués, de toute façon. Hein, ils ont tous les documents pédagogiques qui sont sur Moodle. Mais on a voulu aussi les faire participer en ayant chaque équipe, un espace Moodle. Et on disait que ça aurait pu même les intéresser de voir un petit peu l'envers du décor, de pouvoir voir comment ça se passe de l'autre côté, qu'ils peuvent mettre des documents ou des activités, les rendre publics ou pas, parce qu'il y avait aussi des documents qui étaient internes à l'équipe et d'autres qu'on voulait afficher en dehors. Et puis, bien sûr, ça foirait. Donc, en quoi ça foirait ? Sur la partie restitution aux enseignants, ils ont bien fait ce qu'il fallait, hein, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à côté, ils rajoutaient les Google Drive. En fait, pour la communication entre eux, c'était essentiellement les Google Drive qui marchaient. Et pourquoi ? C'est parce que c'est un outil qu'ils utilisent déjà au quotidien et que c'est beaucoup plus rapide finalement. Ils sont habitués à juste glisser le document dans le Google Drive et puis voilà. Donc il y avait une petite lourdeur par rapport à Moodle et ils ont court-circuité le système. Donc on s'est dit c'est pas grave. L'année d'après, tac, on passe à du Google Drive pour les échanges entre les élèves. Et là aussi, il y a un petit court-circuitage qui s'est fait. Sur la partie entre eux, ce qu'ils utilisaient, c'était plutôt des groupes Facebook. Alors là aussi, la facilité. Mais c'est un deuxième usage qu'on nécessitait pour eux qu'on s'est aperçu, c'est qu'ils voulaient vraiment avoir des fois des échanges qui restent masqués à la fois des profs et des élèves et des autres groupes. Donc, avoir leur petite facilité. Alors, du coup, ils utilisaient quand même le Google Drive, mais c'est juste que comme ça faisait un peu doublon, ils avaient tendance à mettre sur les groupes Facebook et à oublier qu'il fallait le mettre aussi sur le Google Drive quand c'était à maturité. Donc, des fois, on passait à côté d'informations et c'était préjudiciable pour tout le projet. Et il est arrivé la session de ce projet-là qui est arrivée juste avant le confinement. Donc, on a pu faire 2 ou 3 séances en présentiel et tac, confinement. Donc là, bien sûr, il y a des nouveaux besoins qui arrivent. C'est qu'on peut plus se voir et échanger facilement en présentiel. Donc, il fallait pouvoir avoir les textes de manière pérenne, discuter avec des textes de manière pérenne, avec des écrits qui restent, qu'on puisse consulter à tout moment. Il fallait pouvoir interagir vocalement, parce que c'est quand même plus aisé que toujours tout s'exprimer avec du texte. Une grosse nécessité qui va revenir aussi dans la deuxième expérience, c'est partager les écrans. On est en train de coder, donc il y a des fois des phases de débugage, pouvoir aider les uns les autres. Et donc, montrer son écran, c'est bien plus important pour nous que d'avoir la webcam. Et puis, travailler en petits groupes. Donc, des visios en petits groupes. Mais travailler au quotidien en petits groupes, ce qui veut dire aussi pour l'enseignant de passer de petits groupes en petits groupes. C'est pour ça qu'il y a une croix qui est un petit peu, elle n'est pas rouge, elle est un petit peu orangée pour Zoom, sur l'usage. Zoom permet bien sûr de travailler en sous-groupe. Mais par contre, c'est pénible pour l'enseignant de passer de sous-groupe en sous-groupe. Il y a toujours une latence. Regrouper les groupes, pareil, il y a une certaine latence qui fait que c'est très désagréable. Donc voilà, c'est pas impossible de gérer des sous-groupes avec Zoom, mais c'est quand même pas top. Alors, il y a maintenant, avec une nouvelle version, les élèves peuvent passer de sous-groupe en sous-groupe, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc avec les solutions qui étaient mises en avant par l'école, j'aurais très bien pu m'en sortir. Hein. J'aurais pu prendre Mastermost pour tout ce qui est discussion écrite, et puis Zoom pour la partie orale et les visios. Mais j'aurais dû encore avoir 2 logiciels qui se partagent et essayer de jongler entre les deux d'alliés, alors que Discord, finalement, remplissait tous ces besoins à la fois. Et un point qui va revenir beaucoup sur la deuxième partie, c'est qu'ils sont déjà habitués, finalement. Il y a la possibilité de prise en main rapide par les élèves. Il n'y a pas de difficulté pour eux, même pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est assez simple, c'est assez épuré. J'ai un tuto au début de 7 minutes pour leur expliquer comment utiliser, ça ne prend pas plus de temps en fait. Et puis la plupart, ils n'ont même pas besoin de ça parce qu'ils l'utilisent déjà par ailleurs. La deuxième expérience, donc là, c'est plutôt des TP qui se passe. Donc là, j'ai mis l'expérience de modélisation et programmation objet qui est un de mes cours que je fais en première année, mais j'aurais pu prendre des autres exemples, c'est juste pour avoir les chiffres devant nous. Le cadre est totalement différent parce que là, c'est la promo au complet. Donc, on a 278 élèves répartis en 12 groupes. Là, c'est avant le confinement. Il n'y avait pas encore les histoires de distanciel. Je présentais l'existant juste avant. Donc, on avait 12 groupes de 23-24 élèves. Et la pédagogie qu'on avait, c'était toujours travail en groupe.
On n'avait plus de CM depuis longtemps, en fait. On a vu que les CM, au bout d'une demi-heure, ils commencent un petit peu à décrocher. Il y a une perte d'efficacité. Beaucoup plus dur pour eux aussi de prendre la parole, même si on met des questions, etc. La prise de parole est beaucoup plus difficile dans ce groupe. Donc, tout ce qui est magistral, en fait, on n'avait plus. Tout se passe dans des groupes et les enseignants, du coup, ils sont avec les mêmes compétences. Cette fois-ci, on est 12 salles en parallèle, en synchrone, chaque prof dans sa salle, à faire exactement la même chose, plus ou moins. Alors, sauf que les explications, bien sûr, sont un petit peu différentes d'un prof à l'autre, mais on a les mêmes supports, etc. Et c'est un petit peu, alors là aussi je mets des guillemets, c'est un peu de la classe inversée, dans le sens où ils arrivent avant la séance en ayant lu une partie du support. C'est 3-4 pages à chaque fois, le support est très, très, très découpé. On essaie de faire à chaque fois qu'un concept qu'on introduit à chaque séance. Et dans la séance en elle-même, c'est du quiz. Là, c'était avec les mains levées, juste un quiz formel pour savoir, essayer de doser qui a compris tel et tel concept. Et juste derrière, de la restructuration. Dès qu'on reformule le concept, on le réexplique. Donc c'est pour ça que ça s'apparente aussi à un mini-cours, c'est restructuration. L'histoire, c'est qu'on veut que dans ces 20-25 minutes, on revienne sur les concepts fondamentaux qui vont être mis en pratique juste après. Juste après, on enchaîne sur un TP, une mise en pratique, qui a été très vite prévu en fait pour être toujours fait en autonomie. Parce qu'on a un public qui est avec un niveau très hétérogène. On a des élèves qui ont déjà du vécu, de l'expérience, ils vont pouvoir filer. Mais on a des élèves qui sont par contre passés complètement à côté de l'enseignement informatique. C'est vraiment pas leur tasse de thé. Et sur lesquels, par contre, ils galèrent un peu. Et on veut pouvoir qu'ils terminent, qu'ils continuent chez eux. Des fois, ils ne peuvent pas être là, on va reprendre la séance seul. Donc, on voulait que ce soit facile pour eux de reprendre un TP ou de le finir. Donc, c'est très découpé, c'est très guidé. Ça ressemble quasiment à des tutos, nos TP. Et il y a des tests fournis aussi. À chaque fois qu'il y a une petite question, ils peuvent lancer un test, ils voient un taux de réussite et ça leur pointe surtout qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, ça, c'était l'existant avant. On est 12 en parallèle et on fait des votes à main levée. Puis, un TP. Et quand est arrivé le confinement, il fallait choisir un outil. Donc, vu que j'avais déjà l'expérience de Discord et que j'avais bien vu que ça allait mieux, j'avais aussi l'expérience des sous-groupes avec Zoom et puis ça n'allait pas. Donc, je lui ai dit, on va utiliser Discord. Et il y a deux nouveaux besoins qui sont apparus. Donc là, je vais un peu plus détailler les pratiques. Alors, on va les voir juste après Discord, à quoi ça peut ressembler. Mais ce qui a changé finalement, c'est qu'on a un peu plus de groupes. Au lieu d'en avoir 12 en parallèle, on a 16 en parallèle avec un peu moins d'élèves. Mais du coup, les quiz, eux, se font sur Bookla. Ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est qu'on peut, c'est un peu plus interactif encore parce que je peux vraiment pouvoir voir après derrière qui a su se répondre par répondre. Donc, je fais déjà plus cibler aussi ceux qui sont en difficulté ou qui ont du mal à comprendre les concepts théoriques. Et puis, on peut afficher en temps réel qui a su répondre. Donc, dans le Discord, principalement au début, il y a le textuel qui devient beaucoup parce qu'on met des consignes avant, en disant voilà les 3-4 pages que vous devez étudier, vous allez aller sur tel book-là. Il y a des consignes qui arrivent pendant aussi pour rectifier le tir et puis après. Et le gros truc qui revient, c'est qu'on les fait travailler en sous-groupe. Donc on leur dit de se répartir dans des sous-canaux qu'on a prévus. Je vais peut-être, ça fait le temps justement de vous montrer à quoi ça ressemble un peu les Discord. Donc là, c'est le canal principal. On voit ici le canal général où on fait les annonces qui sont déjà un peu plus ciblées pour toute la promo. C'est beaucoup des consignes. Il y a quelques élèves qui interagissent, mais c'est principalement l'enseignant qui va vers toute la promo. Et puis, on voit alors un canal privé. Je vais revenir tout à l'heure, mais ça, c'est important pour nous synchroniser entre les profs. C'est un gros avantage, en fait, parce que quand on était avec 12 salles en parallèle et que je m'apercevais d'une coquille, je vais passer dans les 11 autres salles pour leur dire attention, il y a une coquille à tel endroit. Cette fois-ci, je m'en vais juste sur le canal et tout le monde est informé. Il y a une possibilité de pouvoir revenir en fait et communiquer à tout le monde en même temps qui est plus aisé. Et puis, donc, pour chacun des groupes, donc chaque enseignant a un groupe comme ça, à côté, où on retrouve un canal textuel et puis des sous-groupes, comme ça, vocaux,
Donc on peut, vous voyez que c'est super rapide de passer de canal vocal à canal vocal. Et on voit les personnes qui sont dans les canaux vocaux pour passer comme ça donc et dans les sous-groupes et voir un peu les écrans, parce que c'est ce qu'on va leur faire chaque fois, c'est qu'en bas il y a un petit partage d'écran qui est possible. Donc c'est principalement ça qu'on pourrait faire aux vidéos. Voir leur trombine, c'est bien, ils s'en fichent de ma trombine. C'est les écrans qu'on veut voir. Et donc c'est animé à chaque fois dans une salle comme ça. Son d'élèves. On peut voir ici, il y a une syntaxe aussi Java qui est bien prise, on va y revenir tout à l'heure. On voit qu'il y a une mise en forme qui est aussi agréable. Donc voilà des échanges qu'on peut avoir sur ce truc-là. Un des points, alors tant que pour ne pas zapper sans arrêt entre la présentation et qu'est-ce qu'on voit là, c'est que, là, vous voyez, en fait, ils ne sont pas dans mon cours actuellement, mais on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont connectés finalement à Discord, hein, c'est vraiment un outil qu'ils utilisent par ailleurs. Et les élèves posent facilement plus de questions. Ça, c'est un truc qui est super agréable. À tout moment, ils voient le statut. Alors, on peut changer notre statut. Je peux très bien ici aller et dire ne pas me déranger. Bon, ça m'arrive rarement, mais on pourrait vouloir le faire. Mais du coup, il y a une proximité qui est beaucoup plus agréable parce que d'habitude, je leur dis toujours, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez passer un autre bureau, vous pouvez m'envoyer des emails. Mais il y a un délai. Quand eux, ils sont en train de pouvoir reprendre le TP, c'est pas forcément un horaire très précis. Et s'ils veulent poser une question, ça sera là, dans l'instantané. Si je leur poser une question et que j'ai la réponse dans 5 minutes, c'est déjà trop, 5 minutes. Là, ils voient tout de suite que je suis là et ils ont tendance à tout de suite aller me poser la question. Et, c'est le cours que je fais en ce moment. Vous voyez qu'il y a des élèves qui me posent et puis à toute heure, si je vais là, parce que l'horaire, ça ne sera pas à 9h, 9h du soir. Là, c'était à 8h. Ouais, c'était moi qui ai répondu. Et puis si je m'en vais ici, c'était voilà, 21h. Voilà. Donc, ils posent vraiment des questions à toute heure. Et alors, sur les canaux comme ça, où les camarades peuvent voir éventuellement aussi leur réponse, ça peut aider tout le monde. Mais aussi dans les messages perso, hein, il y en a des tonnes qui envoient comme ça en direct des questions pour se débloquer. Donc si je reviens à la présentation. Donc les élèves se répartissent en des sous-groupes de 4-5 élèves, c'est eux qui choisissent par affinité. Un message de l'enseignant sur le textuel, là, ils sont habitués, dès qu'il y a un message de l'enseignant qui fait join, tous les élèves se rassemblent. Bon, ça paraît, c'est beaucoup plus instantané finalement, ça peut paraître bizarre, mais c'est beaucoup plus rapide que de rassembler sur Zoom. On a les élèves qui partagent leur écran. C'est la principale fonctionnalité que j'utilise. C'est pouvoir passer de salle en salle et voir les écrans. Ça me permet de voir l'avancement et de pouvoir bien sûr aider. Hein. Si je vois une erreur quelque part, je peux tout de suite dire à l'élève, il y a ça qui ne va pas et comment tu vas faire. Il y a toujours des élèves qui peuvent ne pas avoir des problèmes de connexion. Donc, dans ce cadre-là, on a un Google Sheet à chaque fois qui est pour chaque TP, avec une colonne pour chacune des questions. Donc, les élèves, ils ont un état, comme ça, ils marquent s'ils ont commencé, terminé, s'ils sont en train de coincer sur un endroit. Donc, pour les quelques-uns qui ont des problèmes de connexion, on voit aussi, on arrive à suivre où est-ce qu'ils en sont les uns et les autres. On peut à tout moment aussi, bien sûr, s'il y a un élève a un problème matériel, logiciel, lancer comme ça une discussion en direct qu'avec lui, une petite visio en direct. Et ça, c'est un des points que des fois on reproche en disant ouais, mais Zoom, lui, il a la prise en main en plus. Moi, je n'ai jamais eu ce besoin d'avoir cette prise en main nécessaire, vraiment, parce que je préfère que ce soit l'élève qui manipule. Bon, j'ai déjà fait de la prise en main, mais en fait, ils ont du mal à suivre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, ils sont un peu là, passifs, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Là, au moins, en les guidant, c'est un apprentissage finalement aussi, comment se dépatouiller finalement face à un problème. Les élèves, donc là, c'est ce qu'on a pu voir, hein, ils utilisent le serveur en dehors, donc ils sont connectés, mais il y a des moments sur notre serveur à nous, il y en avait qui venaient, ils allaient dans une salle et qui parlaient de leur projet qui n'était pas du tout dans le cours, hein, mais voilà, ça se voit qu'ils sont habitués à ça et l'utilisent par ailleurs, mais aussi pour nous poser des questions directes. On est en online, à tout moment, ils peuvent interagir avec nous. Un des points aussi, c'est qu'on peut aller dans les groupes des collègues. S'il y aurait
quelqu'un qui n'est pas là, on peut très bien aller dire moi, je m'occupe aussi des 2 premières salles et puis toi, des 3 dernières salles. Donc, on peut se répartir, faire face à quelqu'un qui serait absent. Et puis, le canal qu'on a vu qui était réservé aux enseignants, qui est très pratique. Plutôt que de courir de salle en salle pour communiquer, c'est direct, on peut communiquer à tout moment pour se tenir au courant, disant il galère là-dessus, il y a telle coquille aussi. On n'est jamais à l'abri d'avoir quelque chose. Alors, par rapport à ces nouveaux usages, Zoom, bien sûr, pouvait être utilisé pour la répartition en sous-groupes. L'histoire de rassembler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très lent et moi, ça me pénalise un peu. Cette lenteur-là, ça m'agace. Pour les autres, je pense, j'ai mis un petit point d'interrogation parce que je n'ai pas trop utilisé le partage, que tous les élèves font un partage d'écran en même temps. Je crois que c'est possible, mais je n'ai pas trop utilisé. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Je ne pourrais pas vous donner le retour là-dessus, mais je pense que c'est faisable. Pareil pour la visio à 2, même si on est en train de faire, je crois qu'on peut s'y interagir à 2. Alors, par contre, sur les derniers, c'est un peu plus dur pour lui parce que quand on a fermé notre Zoom, il n'y a plus de communication. Donc, on perd la communication textuelle, mais il n'y a plus moyen d'échanger finalement. On ne voit pas que le prof est là à tout moment, à moins qu'on laisserait notre Zoom allumé en permanence, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Et pareil, pour échanger entre les profs, on peut s'envoyer des messages privés, mais c'est moins top. Donc, pour conclure, parce que je sais que j'allais attendre que j'ai déjà dépassé, un petit point fort, point faible. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout le partage d'écran, mais avoir aussi le textuel, la voix, la vidéo dans un même outil. Et ce qui aurait pu être une interface abominable. On aurait pu avoir des menus dans tous les sens avec des boutons aussi. Mais ils ont su garder, en fait, malgré que tout ça, une approche très simple et une rapidité de prise en main qui est assez déconcertante. C'est très robuste, rapide. Pour zapper comme ça d'un groupe à l'autre. Passer de groupe en groupe, quand j'étais sous Zoom, j'ai eu souvent des plantages. Je perds ma session, je ne suis plus propriétaire de ma session Zoom. Ça m'est déjà arrivé de perdre ça. Voilà. C'est utilisé déjà par de nombreux élèves, donc ils n'ont pas d'investissement à faire pour ça. C'était gratuit. Et la limitation que je verrais, c'est ça ne répond pas non plus à tous les besoins. Le besoin peut-être qui manque, c'est on ne peut pas faire une visio avec toute la promo en même temps. Donc pour les cours magistraux, s'il y a quelques cours où j'ai ça, où j'ai plus, mais là je passe par du Zoom, qui est très bien d'ailleurs. J'ai vraiment rien contre Zoom. Des fois j'ai mis des croix avec les Zooms. C'est un outil qui est adapté pour certaines choses, mais qui là me manque. Il n'y a pas d'enregistrement vraiment non plus, mais on peut passer par OBS par exemple à côté si on a envie d'enregistrer. Alors j'ai mis en dégradé parce que pour moi c'est moins crucial aussi, pas de contrôle de la distance, voilà. Donc ça peut gêner certains, mais pour moi ça. Il n'y a pas open source, mais bon, Zoom non plus, il y a des tas de d'autres logiciels qui ne sont pas open source. Et il y a très peu d'équivalents finalement, il n'y a pas beaucoup de concurrents à Discord actuellement, même si tu en parlais peut-être tout à l'heure, Julien, faire un peu de teasing sur une alternative. Ouais. Et comme je ne peux pas m'en empêcher, je vais rajouter quand même d'autres petits bonus qu'à Discord. Donc il y a aussi le côté, c'est pas que du texte, on peut rajouter des réactions, des émoticônes, ils mettent des gifs animés, de bonnes vacances, machin. Et ça, c'est un côté émotionnel qui compte finalement. Hein. Ils se sentent à l'aise de pouvoir blaguer quand ils sont en sous-groupe, comme ça, se mettre des petites vannes. Il y a le Markdown qu'on a entreaperçu. Je peux très bien marquer juste le Java et du coup, il met bien la coloration syntaxique de Java. Donc, c'est pas du texte plat tout blanc, il y a la coloration qui arrive. Il n'y a pas que pour Java. Il y a les rôles, je peux vraiment dire, toi, tu as le droit de ça, toi, pas le droit de ça. Donc, on peut masquer, avoir des canaux privés. Il y a le partage documents, comme avec les Google Drive, etc. Ils glissent leurs documents dans la conversation et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le document est lié. Alors, on pourrait vite s'y perdre parce qu'un fil de discussion, c'est très long, donc remonter, on va s'y perdre. Mais il y a l'épinglage de messages. Dès qu'il y a un message important, je l'épingle comme ça, directement pour voir qu'est-ce qui est important à retenir. Il y a les statuts, comme on a pu voir, on peut dire je ne suis pas à me déranger parce que je fais autre chose. Mais par contre, la maintenant, je suis libre, vous pouvez à tout moment me poser une question. Il y a des bots, alors moi je ne les utilise pas, mais pour automatiser aussi, ça peut avoir des intérêts. Donc il y a plein de bonus en plus. J'avais fait exprès initialement de montrer plus de. Super. Merci Romuald. Très, très complet. Merci pour cette présentation. J'ai fait plein de captures du coup, parce que ta comparaison entre les différents outils est super pertinente, je trouve, et super pédagogique. Et c'est intéressant de voir comment tu as articulé tout ça et les avantages et inconvénients de chacun. Écoute, on va pouvoir passer maintenant à Pierre-Henri. Alors sachez que vous pouvez noter vos questions d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, même dans le chat, même si je ne réponds pas forcément là actuellement, mais je les verrai après. Et puis, vous pourrez poser vos questions à Romuald juste après. On va juste passer, on
on enchaîne tout de suite sur Pierre-Henri. Voilà. Attends, ton micro n'est pas activé par contre, Pierre-Henri. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est parfait. Ok, super. Bon, en tout cas, du coup, merci à Romuald pour avoir évoqué un certain nombre de points que je vais sans doute aussi aborder là, dans cette présentation. Donc, juste un petit mot de présentation. Donc, je suis Pierre-Henri Comte, je suis enseignant-chercheur à IMT Atlantique au sein du département Images et Traitement de l'information et aussi membre du laboratoire LATIM. Alors, j'ai du coup essayé de diviser ma petite présentation de l'utilisation de Discord dans un contexte d'enseignement en 5 points. Dans un premier temps, je voudrais, comme l'a fait Romuald, du coup, vous présenter le contexte dans lequel on a été amené à utiliser Discord. Quelques aspects aussi liés au design de l'espace virtuel qui peut peut-être être quelque chose qui peut freiner certains, mais qui permet, une fois que tout est mis en place, une grande facilité d'utilisation. Quelques aspects aussi liés au rôle qui peuvent être très utiles et on va voir pourquoi. Et enfin, je vous ai fait quelques screenshots pour vous montrer quelques exemples d'utilisation avant de faire une petite conclusion sous forme d'avantages, limitations, qui viendra sans doute compléter cette description qu'a fait Romuald dans sa présentation. Alors, premièrement, je voulais donc vous expliquer dans quel contexte on a été amené à utiliser Discord. Donc, typiquement, là, il s'agit d'enseignement. Donc, on a fait IMT Atlantique, notamment dans le cadre de certaines UE, passion numérique, computer vision, pour lequel j'ai la co-responsabilité, mais par ailleurs aussi sur d'autres UE sur lesquels je participe, à savoir deep learning ou imagerie pour l'exploration diagnostique. Et ces enseignements, en fait, qui sont réalisés en effectif réduit. Je pense que c'est un point important à noter, sachant que c'est des enseignements qui sont à destination des étudiants de 2e et 3e année à IMT Atlantique. Et en pratique, ça correspond à des effectifs en fonction des UE de en gros 20 à jusqu'à 40 étudiants au maximum. Alors au final, la réflexion qu'on a eue vis-à-vis des outils qu'on allait utiliser dans le cadre de ces enseignements, donc on l'a eu notamment dans le contexte de confinement, et en fait c'est finalement un outil qu'on exploite et qu'on a exploité à la fois dans un contexte hybride où on a à la fois des étudiants en présentiel et d'autres étudiants qui sont à distance, ou alors en full distance, notamment c'était le cas en fin d'année dernière. Alors, on avait une volonté qui était de ne pas multiplier trop les outils. Et donc, le choix qu'on a fait dans le cadre de ces UE-là, c'est d'exploiter d'une part Moodle pour tout ce qui est au final stockage de ressources et Discord pour tout ce qui est interaction. Donc, en pratique, ce qu'on retrouve sur les pages Moodle associées dédiées à chacune de ces UE, c'est donc les slides de cours, des énoncés et des corrections de TP, des documents liés à des projets qu'on leur fait faire aux étudiants, tout ce qui est dépôt de livrables, des quiz, éventuellement des ressources annexes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est finalement stockage de ressources. Et côté utilisation de Discord, finalement, on l'a utilisé pour 3 activités d'enseignement, à savoir tout ce qui est cours, tout ce qui est TP et tout ce qui est projet. Et donc, on s'est posé la question de quel outil utiliser. Et typiquement, les premiers éléments auxquels on a pensé qui nous ont motivés en fait, à utiliser Discord, c'est qu'on souhaitait en fait, avoir un outil qui permet de favoriser l'interaction entre les enseignants et les étudiants, mais aussi entre les étudiants entre eux, notamment par l'intermédiaire d'outils comme le chat, mais pas uniquement, on va le voir. Il y avait aussi du coup cette volonté en fonction des situations d'enseignement, d'être capable de diviser en fait en sous-groupes donc l'effectif de l'UE, mais de pouvoir faire des divisions de façon modulaire en fonction des activités d'enseignement. Par ailleurs, un des points forts de Discord, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est orienté vers cet outil-là, c'est le fait que, et d'ailleurs Romuald en a parlé dans sa présentation, c'est que
cet outil permet de simuler virtuellement le passage de groupe en groupe, comme on pourrait le faire en présentiel en passant d'une table à une autre. Et donc ça, c'est vraiment un avantage très important de cet outil-là. Et par ailleurs, des facilités de partage d'écran pour tout ce qui est notamment débugage de code, que ce soit en TP ou en projet. Donc voilà pour le contexte et donc pour les différents éléments qui nous ont motivés à utiliser Discord dans le cadre des enseignements des différentes UE que j'ai présentés. Alors, peut-être un des points un peu chronophage au début, mais qui peut venir vite ensuite. L'idée, c'est de faire un design de l'espace virtuel, donc du serveur Discord qu'on crée pour notre UE qui soit efficace. Donc, grosso modo, l'idée, c'est d'avoir un serveur Discord associé à chaque UE. On peut avoir potentiellement un petit logo, comme vous le voyez à gauche, associé à chacune des UE. Ensuite, en termes de division de cet espace virtuel, donc on a à la fois donc, les salons textuels ainsi que donc, les salons vocaux. Donc, en pratique, ce que j'avais décidé ici, c'était d'avoir, pour tout ce qui est cours, donc le salon textuel général, notamment pour tout ce qui est information générale, et je vais revenir sur ce point, ainsi qu'un amphi en salon vocal, ce qui nous permet du coup d'accueillir l'ensemble des étudiants et de nous donner le cours à distance. Pour tout ce qui était TP, donc on avait besoin d'avoir une séparation en deux groupes. Donc on a typiquement deux salons textuels, groupe 1, groupe 2, et de la même manière deux salons vocaux, groupe 1, groupe 2. Et enfin, dans le cadre de la plupart de ces UE-là, il y a un projet qui du coup dure sur quasiment toute la globalité de l'UE, où les étudiants sont amenés à travailler par équipe de 3 étudiants, en l'occurrence dans le contexte de l'UE patient numérique. Et donc, on avait 21 étudiants pour cette UE-là, et donc j'ai créé 7 différentes équipes, avec à chaque fois un salon textuel dédié et un salon vocal dédié. Alors, dans les points intéressants aussi, peut-être à noter avec cette capture d'écran, c'est le fait que le canal général, finalement, je l'utilisais notamment pour les informations principales et pour donner un petit récap de ce qui allait se passer dans la semaine, avec la possibilité, et ça c'est une petite fonctionnalité intéressante de Discord, qui est le fait de pouvoir épingler finalement les messages importants, de telle sorte à ce que les étudiants ne soient pas submergés par un flot d'informations. Et par ailleurs, il y a la possibilité d'affecter des rôles aux différents utilisateurs du serveur. Donc typiquement, vous pouvez voir ici un rôle qui était donc un rôle enseignant, et au niveau des étudiants, j'avais fait une séparation en groupe 1, groupe 2, avec des couleurs différentes, et on peut voir là en l'occurrence qui était en ligne et qui ne l'était pas. Donc pour résumer, en termes de design de l'espace virtuel, donc un canal textuel général et un canal vocal amphi pour tout ce qui était cours magistraux, des canaux textuels et vocaux groupe 1, groupe 2 pour les TP, et par ailleurs une division en canaux textuels et vocaux par équipe dans le cadre d'un projet où les étudiants étaient répartis par groupe de 3. Alors, j'ai mentionné rapidement ces aspects-là d'affectation de un ou plusieurs rôles pour chaque utilisateur. Donc, je montre ici 2 exemples. Dans le cadre d'une première UE, ici, j'avais simplement fait un découpage en rôle enseignant, groupe 1 ou groupe 2. Et j'ai essayé de pousser un peu plus le truc dans le cadre d'une autre UE, celle qui s'appelle Computer Vision, pour indiquer ici qu'en plus de ce découpage en rôle student et en rôle teacher, on peut en fait affecter des rôles, typiquement affecter des salles en fait aux différents étudiants. C'est le cas notamment ici, avec un certain nombre d'étudiants qui vont être en 40 216 par exemple. On a aussi, parce qu'on est dans un contexte d'enseignement hybride où un certain nombre d'étudiants ne peuvent pas être sur place, on a du coup le rôle remote qui permet en fait d'aller envoyer des notifications directement aux étudiants qui ne sont pas physiquement sur place. Et par ailleurs, un découpage, enfin, des rôles associés aux différentes équipes. Et l'avantage, du coup, c'est qu'avec un simple arrobase groupe 1, ça vous permet de notifier en fait tous les étudiants du groupe 1 avec un message que vous voulez leur faire parvenir. Et au final, il y a une infinité de possibilités ensuite, à savoir qu'on peut vouloir notifier les enseignants, tout le monde, avec le arrobase everyone, juste le groupe 2, l'équipe 5, éventuellement les étudiants qui sont dans la salle 15, 222, 221,
pardon, ou tous les étudiants qui sont à distance. Donc voilà, ça offre de grandes possibilités pour tout ce qui est notification pour un groupe ciblé d'étudiants. Et pour vous donner un exemple, là, en l'occurrence, dans le cadre d'un TP, donc on était 2 enseignants, un pour le groupe 1, un pour le groupe 2. Et donc là, c'est un exemple d'explication que je donnais sur le groupe 1, avec ensuite, du coup, merci de m'indiquer qui a toujours des difficultés pour la question 2 du TP. Et donc là, on voit aussi les aspects sondage qui peuvent être intéressants pour un peu sonder le niveau d'avancement des étudiants dans le cadre du TP, notamment lorsque le TP il est réalisé complètement à distance. Alors, dans la suite, je montre juste quelques captures d'écran pour vous montrer quelques exemples d'utilisation. Donc, Romuald en a parlé pas mal, mais je souligne à nouveau ce point-là sur le fait qu'on a des grandes facilités en termes de partage d'écran et ça peut être très utile dans le cadre de TP ou de projet lorsqu'il s'agit de débugger du code, où du coup les étudiants vont être face à un certain nombre d'erreurs et donc le fait de directement pouvoir visualiser leur écran, ça simplifie beaucoup le process de pouvoir les aider et à ce qu'ils débuguent le code. Alors, ce que vous pouvez remarquer aussi sur les différentes équipes, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants au final qui utilisaient cette fonctionnalité de streamer en fait leur écran. Donc là, en l'occurrence, sur les 4 groupes, on voit ici, il y en a 3 pour lesquels il y a un stream d'actifs. Et donc, en l'occurrence, je m'étais placé au sein d'un des groupes qui avait un problème particulier pour pouvoir les aider. Il y a l'aspect sondage aussi qui est intéressant, à savoir que typiquement, pour suivre l'avancement, ça peut être voilà, est-ce qu'à un moment donné, vous avez réussi, vous avez passé la question 2, oui ou non? Et par ailleurs, ça peut être sur des questions un peu plus précises. Donc là, dans le cas d'un TP, je demandais en imagerie médicale sur quelle phase d'acquisition on pouvait mieux distinguer les tissus hépatiques. Bref, et du coup, il y avait 4 réponses possibles et ça permet de rajouter un peu d'interactivité et de bien voir que les étudiants ont compris le message qu'on souhaite passer. Pour terminer, donc, tout ce qui est débugage du code, ça peut du coup être fait soit via du partage d'écran, via du stream, soit via des simples screenshots dans les canaux textuels. Donc, c'est le cas ici. Comme je l'ai indiqué aussi tout à l'heure, dans le canal général, ça me servait en fait pour fournir des infos générales et notamment un programme de la semaine, à savoir que tous les lundis matins, je donnais le programme avec donc, les différents cours, les différents livrables s'il y en avait, quels étaient les enseignants qui étaient concernés par chacun de ces cours-là. Et par ailleurs, là, on est dans un contexte d'enseignement hybride où un certain nombre d'étudiants ne peuvent pas être sur le site. Et auquel cas, pour m'aider à organiser les activités d'enseignement en amont, je leur demande de m'indiquer si oui ou non ils seront présents pour les enseignements de la semaine suivante, ce qui me permet ensuite d'organiser un peu mieux les choses. Et par ailleurs, un des points aussi intéressant pour maintenir le lien non seulement avec les étudiants, mais là en l'occurrence c'est pour aussi qu'il y ait un lien sur toute l'équipe pédagogique, il y a une salle des profs textuelle et aussi une salle des profs vocale qui est accessible uniquement pour les personnes ayant le rôle enseignant ou teacher. Et donc ça c'est vraiment un point qui est clé pour diffuser des informations parmi l'équipe pédagogique et pour qu'il y ait vraiment du lien entre les enseignants, même si on est dans un contexte d'enseignement à distance. Alors, sans doute que ça c'est mon dernier slide, cette comparaison avantage-limitation, elle est sans doute moins exhaustive que ce que nous a présenté Romuald, mais je vais quand même du coup la décrire. Alors, sur les différents avantages que je vois, il y a le fait que c'est une plateforme qui est largement répandue et qui est connue de la plupart des étudiants, notamment parce qu'elle est utilisée dans un contexte de gaming et que beaucoup d'entre eux l'utilisent. Il y a une grande facilité d'utilisation. Elle favorise l'interaction à la fois entre enseignants et étudiants, mais aussi entre les étudiants entre eux. Elle permet de diviser en sous-groupes de façon modulaire, et ça, c'est vraiment un des points clés, je trouve, de Discord. Elle permet de simuler virtuellement le passage de groupe en groupe, et ça, c'est clairement quelque chose qui nous manquait quand on était en confinement, et donc ça permettait de simuler de manière virtuelle cette chose-là. Des facilités de débugage de code via du partage d'écran ou des screenshots. Et elle permet aussi de garder le lien hors des séances et de garder une trace des itérations précédentes de l'UE, ce qui peut être aussi intéressant dans la mesure où ces UE sont joués peut-être 1 ou 2 fois par an. Et donc, c'est intéressant d'avoir une trace du séquencement qui a été fait.
Et en termes de limitation, alors, il y a l'aspect design de l'espace virtuel qui peut demander un peu de temps en amont, mais qui n'est pas non plus très sorcier. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrement comme sur Zoom, comme l'a mentionné Romuald. Un stockage de données non hébergé par l'école. Bon, après, on peut s'arranger à ne pas diffuser de données trop sensibles via Discord. Il y a aussi ce truc de vie privée, vie publique qui avait été d'ailleurs abordé dans la carto de la semaine, à savoir que les étudiants, ils utilisent en fait cet outil pour leurs loisirs et pas uniquement du coup dans le cadre d'enseignement. Et donc, typiquement, ils ont des pseudos qui nécessitent du coup de peut-être modifier ces pseudos pour avoir les vrais noms et prénoms des étudiants. Et donc, il y a ce côté aussi, s'ils jouent typiquement à des jeux ou qu'ils écoutent de la musique sur Spotify, s'ils ne font pas attention, on peut avoir, nous, l'info. Et donc, voilà, donc, il y a un peu une collision entre vie privée et vie publique qui peut être un peu problématique. Et le dernier point, c'est attention à ne pas multiplier les outils. Donc, nous, on avait fait le choix d'utiliser Moodle et Discord. Il y a plein d'autres alternatives et voilà, j'ai peur qu'à un moment, ça explose si on doit utiliser Mattermost, Moodle, Discord, Zoom et les mails, etc. Donc là, on avait vraiment fait le choix de se focaliser sur Moodle et Discord. Et du coup, la conclusion, sans pour autant avoir d'action auprès de Discord Incorporation, qui est l'entreprise qui développe ça, c'est que je pense que vis-à-vis de ces... Oui, il y a beaucoup plus d'avantages et du coup, pour avoir testé un certain nombre de choses, je pense que Discord est l'un des outils qui est finalement les plus complets pour les besoins pédagogiques et notamment dans un contexte d'enseignement hybride ou complètement à distance. Et sans pour autant que ce soit une injonction à utiliser Discord absolument, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de points intéressants qui visent, en tout cas, ce serait intéressant de pousser l'utilisation de Discord dans le cadre des enseignements à IMT Atlantique notamment. Parfait. Tu avais terminé, Pierre-Henri, ou tu avais peut-être encore Ouais. Non, c'est bon? Merci beaucoup vraiment à tous les deux. Alors désolé par rapport au timing, mais en fait, je voulais surtout pas vous couper parce que personnellement, j'ai vraiment, comme on dit, pris mon pied entre guillemets en vous écoutant parce que je trouve que c'est un condensé d'à peu près tout ce on doit connaître sur Discord et je suis vraiment très content de vous avoir fait venir tous les deux. Alors désolé pour la frustration pour les personnes qui auraient beaucoup de questions. On a quand même quelques minutes pour échanger. Sachez que juste après, à 11h, parce que le deal, c'est que j'arrête à 11h, je dis voilà, c'est terminé. Mais on peut rester ensuite. Moi, j'ai l'habitude de faire comment on dit, un after show. Donc, pour les personnes qui veulent rester et qui auront des questions complémentaires, si jamais Romuald et Pierre-Henri, vous avez encore un petit peu de temps, vous pourrez rester un tout petit peu. Et puis, mais sinon, voilà, si vous n'avez pas non plus de temps, je comprendrai tout à fait. Mais moi, de toute façon, je reste un petit peu pour ma part. Voilà, donc j'en ai fini par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas maintenant à poser des questions. Il y en a dans le chat. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt de lever la main. Comme ça, je vous donne la parole. On a 5 minutes là pour échanger, même si c'est un petit peu court. Alors, déjà, dans les questions, vous pouvez activer vos micros aussi directement. Ouais, alors il y a Laurent qui avait une question déjà. Laurent, je t'en prie. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est la première fois que je participe à cette communauté que je ne connais pas. Donc, merci pour les deux présentations. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai retrouvé beaucoup de choses. J'utilise Discord depuis le premier confinement aussi. Donc, je suis enseignant-chercheur à Tarbes, à l'ENI de Tarbes. Donc, moi, j'enseigne l'informatique, mais plutôt à des élèves qui ne sont pas informaticiens, donc plutôt à des non-spécialistes. Et donc, l'utilisation de Discord, effectivement, je me retrouve exactement dans tout ce qui a été, dans tous les points qui ont été évoqués. Et je trouvais ça vraiment très satisfaisant d'avoir ces comparaisons d'expérience. Avec pour moi, qui suis plutôt je ne vais pas dire un militant, mais en tout cas quelqu'un fervent du domaine libre, je regrette qu'effectivement, on n'ait pas de solution libre, à ma connaissance, du niveau de Discord aujourd'hui, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je trouve que c'est un outil qui répond, comme ça a été dit par Pierre-Henri, pour moi, à énormément de besoins dans l'interaction, dans le fait de fixer les informations et en même temps d'échanger, de collaborer. Et c'est avec les rôles, avec tout ça, c'est donc
Donc voilà, pour moi, j'essaye de regarder les solutions libres en parallèle. Je n'ai pas trouvé. Alors Julien, je ne sais pas si toi tu as des idées et ça semblait être évoqué. Et après, donc une remarque juste peut-être par rapport à une extension de ce qui a été proposé. Je me suis intéressé à l'écriture, et pour les informaticiens, je pense que ça peut être intéressant, l'écriture de bots, c'est-à-dire pas utiliser des bots existants, mais écrire ses propres bots. Et finalement, c'est très simple. C'est quelque chose, alors moyennant un petit peu de Python, quoi. Pas pour moi, hein, je l'ai codé en Python, mais on peut faire ça. Et ça permet, par exemple, pour les sondages, et ça, c'est vraiment un point, je trouve, intéressant. Quand on a un sondage avec, par exemple, plusieurs réponses possibles, c'est assez compliqué de faire toutes les réactions les unes derrière les autres. Enfin, moi, je ne sais pas trop faire ça directement dans Discord. Et avec le bot, il suffit de coder une petite instruction et qui va lancer le sondage automatiquement. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est qui n'a pas été présenté, mais quelque chose qui techniquement est pas si compliqué que ça, moyennant un peu de codage, et qui peut apporter pas mal d'éléments supplémentaires d'interaction. Voilà, donc c'était juste ce petit partage. Effectivement, merci Laurent pour ce partage et bienvenue d'ailleurs dans la communauté du coup. C'est vrai que les bots, juste pour info d'ailleurs, Pierre-Henri et Romuald vous disaient qu'on ne pouvait pas enregistrer et il existe également des bots pour enregistrer en fin de compte. Alors ceci dit, d'après ce que j'ai cru comprendre, j'en connais un qui enregistre que l'audio, donc peut-être pas la vidéo. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas il y a sans doute peut-être des bots à trouver de ce point de vue-là. Mais sinon OBS Studio, comme vous le disiez, peut-être une bonne solution pour enregistrer également. Et puis, la suggestion de Laurent sur la création de bots peut effectivement être intéressante. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs si vous vouliez rebondir là-dessus ou s'il y avait une autre question. Alors, est-ce qu'il y avait une autre personne qui souhaitait peut-être intervenir? Alors, Pascal, tu as levé la main. Ouais. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste poser une question aux intervenants. Donc moi, je suis plutôt contente de Discord, on va dire, bien que je l'utilise plus, mais je l'ai utilisé. Donc je trouvais ça effectivement très bien. J'ai retrouvé dans votre présentation tout ce que j'avais utilisé, notamment les sondages, là, qui sont très pratiques. Après, j'ai une question plus générale, en fait. C'est vous présentez donc l'utilisation de Discord avec vos étudiants. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux autres usages, puisque vous avez fait des comparaisons. Vos collègues utilisent peut-être d'autres plateformes dans d'autres cours. Et les étudiants, est-ce qu'ils s'y retrouvent dans tout ça? Parce que chez nous, à un moment donné, on a eu une petite révolte, enfin une révolte, un peu des... C'est-à-dire que les étudiants, c'est-à-dire comment ça se passe chez vous? C'est vous qui décidez de ce que vous faites dans votre coin pour votre cours? Ou est-ce qu'il y a un groupe, vous voyez, qui travaille ensemble à utiliser telle ou telle plateforme ou telle Alors, Pierre-Henri, par exemple, si tu peux répondre à la question. Voilà, parce que chez nous, c'est pas... Voilà, les étudiants, ils en ont assez de recevoir des mails des uns et des autres, puis de l'ADF aussi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Tout à fait. Ouais. Bah, comme l'a mentionné Romuald au début de sa présentation, Discord n'était pas un outil qui était plébiscité finalement par la scolarité de l'école. Et finalement, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui se sont mises en place un peu UE par UE. Et donc, effectivement, une des limitations, et je l'ai un peu évoqué à la fin de notre présentation, c'est le fait qu'on ait toute une multitude d'outils avec des noms qui pop de partout. Et donc, ça, voilà, s'il n'y a pas de cadre clair, ça peut être compliqué à gérer au niveau des étudiants. Le seul retour moi, que je peux faire, c'est que j'ai demandé explicitement en fait, à la fin de mes UE aux étudiants s'ils étaient contents de l'utilisation de Discord et si ça leur avait permis du coup de bien suivre l'UE et les enseignements malgré du coup le confinement. Et typiquement, la question, c'était oui, parce que ça permettait du coup de regrouper en un seul et même endroit toutes les infos utiles et vraiment de favoriser l'interaction. Donc, je n'ai pas eu de commentaires ou de retours négatifs de la part des étudiants sur le fait qu'on ait fait le choix d'utiliser Discord. Merci Pierre-Henri. Alors, je vais prendre une toute dernière question et après, je vais clôturer du coup, en tout cas avant l'after show, entre guillemets. Laurent, tu avais peut-être levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as une question. Laurent Geneste.
Non, c'est juste que j'avais laissé ma main levée un petit peu trop longtemps, donc Ok. je suis déjà intervenu, je Ah laisse bah la oui, parole à oui, tout le oui, monde. autant pour moi, j'avais pas vu, tu étais sans vidéo tout à l'heure, c'est pour ça. Ok. Bon, je peux en prendre une toute dernière question éventuellement, ou une réaction, n'hésitez pas. Bon, bah parfait. On va pouvoir s'arrêter là tranquillement. En tout cas, merci vraiment, Romuald et puis Henri. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment, Juste une vraiment petite très précision complet. peut-être Mais je t'en prie, Romuald. par rapport au fait que la question qu'il y a eu là, c'était il n'y a pas eu non plus énormément, on s'est autobridé tous les enseignants, je pense ici, à pas essayer de chacun faire des solutions dans son coin. Il y a quand même peu d'outils finalement qu'on a gardés les uns et les autres, avec des variations d'un cours à l'autre. Ça peut être de l'application MasterMost, Vim, comme j'ai dit, et puis mais il n'y a quand même pas énormément d'outils. Et ce qui est le plus préjudiciable, c'est quand dans la même UE, en fait, il y a 4 ou 5 outils en parallèle. Parce que là, zapper de l'un à l'autre dans la même session, c'est beaucoup plus long. Et puis, l'autre point que je voulais dire, c'était que j'ai oublié de dire dans ma présentation, c'est que là, j'ai bien présenté par rapport au Covid, mais que même hors Covid, en fait, on continue d'utiliser. Là, par exemple, on est en total présentiel pour le projet Cacao. Et on continue d'utiliser parce que c'est vraiment utile, y compris quand on est en présentiel. Super intéressant. C'est un point important que tu mentionnes, et c'est vrai que je voulais le mentionner, mais je ne l'ai pas fait, sur le fait qu'une fois qu'on passera tous en présentiel, espérons assez rapidement, je pense quand même continuer à utiliser Discord, ne serait-ce que parce que ça permet d'avoir une trace et de bien fixer les choses. Et donc, il est très probable que je continue à utiliser cet outil-là, même quand on aura tous les étudiants en face de nous. Super intéressant. Et je voulais ajouter pour ma part que c'est vrai j'ai fait pas mal de cartos sur Discord. Bon, je vais pas faire tous les cartos sur Discord, hein, je vous rassure pour ceux qui pourraient s'habituer peut-être. On aura assez de sujets évidemment. Mais c'est vrai que c'était un outil moi qui m'a assez fasciné et j'ai vu que les usages ont pris. Et on voyait un Romuald quand tu montrais ton écran, le nombre de personnes qui sont connectées, même sans qu'on en fasse la promotion, parce que c'est toujours pas c'est en discussion, mais c'est pas un outil homologué encore, hein, même chez nous. Du coup, on voyait que les enseignants étaient connectés, les étudiants étaient connectés. Donc, en fait, c'est un usage, ce que j'ai envie de dire, enfin, je le dis souvent, c'est du bottom-up, on va dire, ça vient du bas vers le haut, et non pas des usages plus descendants comme on a pu le faire avec Zoom. On a dit, voilà, on utilise ça et c'est Zoom. Et c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, les gens l'utilisent. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en empare? Est-ce qu'on s'en empare pas? C'est un peu ça la grande question. Et moi, c'est pareil, de mon point de vue, j'ai pas d'action, on va dire, chez Discord. J'adore cet outil, évidemment. Mais c'est pareil, de mon point de vue, je pense que ce serait super intéressant si on pouvait avoir une alternative libre, effectivement. Ce n'est pas le cas. En fait, aujourd'hui, clairement, je sais qu'il y avait Rocket Chat, on m'avait parlé de Rocket Chat à un moment donné. Je l'ai regardé. Finalement, c'est plutôt un outil comme Slack, en fait, ou comme Mattermost. Mattermost, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt ciblé sur l'écrit. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans cette période-là où vu qu'il n'y a pas d'alternative à cet outil qui me semble faire le tour de pas mal de besoins, c'est vrai qu'on on est très tenté évidemment de l'utiliser. C'est pour ça que je voulais un peu aussi vous présenter ces utilisations avec Pierre-Henri et Romuald. Voilà, écoutez, je vous propose, Frédéric, je vois que tu as la main levée, mais si tu as un petit peu de temps, tu pourras rester avec nous pour l'after show. On va pouvoir continuer à échanger un petit peu, parce que voilà, je veux garder ce deal-là. Déjà, j'ai dépassé de 5 petites minutes. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui à ce carto. Alors, juste pour rappel, c'est la cartographie des talents qui organise, enfin, je suis animateur de cette communauté, entre autres de mon métier d'ingénieur pédagogique à côté de IEMT Atlantique. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, hein, pour ceux qui connaissent pas le site, donc Cartotalent, talent avec un s.fr, hein. Comme ça, vous pourrez faire partie aussi de cette communauté qui compte aujourd'hui 560 personnes, hein, quand même. Donc voilà, écoutez, encore merci à Romuald et Pierre-Henri, c'était vraiment super. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau carto.